Bonjour à tous, vous écoutez l'émission L'Europe en 43 minutes, animée par l'Europe Direct Tours Centre-Val de Loire, portée par la Maison de l'Europe de Tours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Drézé-Humès, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Valérie, nous allons parler de sujets importants aujourd'hui, notamment l'Union européenne comme garante de la paix, un sujet hautement important en ce moment, mais aussi les prochaines élections européennes avec les enjeux, les défis, et aussi un petit peu qu'est-ce que la Commission européenne, comment elle travaille avec les autres institutions et aussi son importance pour l'Union européenne. Alors, on va peut-être commencer justement sur l'Union européenne, garante de la paix sur nos territoires, en tout cas entre États membres. Comment est né ce projet de l'Union européenne, d'Europe, la construction de l'Europe, et en quoi l'Union garantit cette paix sur nos territoires ? Alors effectivement, et malheureusement, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a retrouvé toute la fondation du projet européen, la paix. Après deux guerres mondiales, la France, l'Allemagne décident de travailler ensemble et d'avancer. Aujourd'hui, il y a 27 États membres dans notre Union européenne et on retrouve toute la valeur de la paix et surtout la valeur de se dire « ce n'est pas gagné ». C'est pas tous les jours, il faut continuer à travailler ensemble. Alors, l'Union européenne, finalement, a une crédibilité particulière, de dire aujourd'hui à ceux qui sont soumis à la guerre et au conflit, de dire nous sommes passés par là, nous connaissons le prix humain, et nous avons trouvé des moyens pour travailler ensemble. Construire, mettre ensemble des réalisations très pratiques, c'était les prémices du fond de la construction européenne, et aujourd'hui être capable, quelles que soient nos différences, de pouvoir en parler, de pouvoir débattre, et ce prix aussi de la démocratie, de la liberté d'expression, de débattre, de voter, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on a aux portes de l'Europe, de l'Union européenne, certains qui se battent pour ces valeurs, qui veulent rejoindre l'Union européenne précisément pour ces valeurs qui nous paraissent peut-être normales, habituelles. Et je crois que malheureusement, le message géopolitique actuel est de nous rappeler que chacun a sa partie, a son rôle à jouer, qu'il faut avoir de la vérité dans le débat, de la réalité, des faits, et que cette possibilité, comme je le disais, que malgré nos différences, nous puissions en débattre, c'est une valeur, un prix qu'on ne mesure pas tous les jours. Et c'est ce que l'Union européenne peut faire. Et on l'a vu justement, par exemple, dans les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Donc déjà, 11 trains de sanctions qui ont été votés, un 12e qui est en train d'être négocié. Cette capacité de maintenir dans la durée une unité à 27. Et comme je le disais, quelles que soient les variations, les différences, puisqu'on retrouve aussi avec les conflits la part de l'histoire, de la géographie. C'est très clair que si on parle à quelqu'un d'un pays balte ou de la Pologne, des conflits, de la proximité géographique avec la Russie, pour ne pas la nommer, les perceptions sont différentes. Néanmoins, cette unité face à des valeurs qui sont contestées, elle a été maintenue, elle est maintenue. Et je crois que ça, c'est un message fort. Ce n'est pas pour dépeindre une peinture idéaliste, c'est juste une réalité et c'est aussi finalement un vecteur pour nous dire on peut le faire. Et je crois qu'on a aussi besoin de ce type de message, se dire oui, il y a des difficultés, mais on a été capable de faire des choses impensables, impensées, maintenir cette unité, travailler ensemble, la défense, pour la première fois activer la protection pour les réfugiés ukrainiens et leur permettre de continuer à vivre, à s'éduquer, à se soigner dans cette période où ils ne savent pas s'ils vont rentrer ou quand ils vont rentrer. Cette protection a été prolongée jusqu'en 2025. Travailler aussi dans la défense, pour la première fois au niveau de l'Union européenne, ensemble. Nous achetons des munitions, de l'armement. Et ça, c'était sans précédent. C'était totalement sans précédent. Nous formons des militaires ukrainiens. Ça, c'est quelque chose, c'est une avancée formidable. Formidable au sens de pouvoir le faire. Oui, pas formidable au sens du contexte. Très clairement. Mais le fait de pouvoir répondre, je crois qu'aussi, de voir que l'Union européenne apporte une réponse, que ce soit dans la vie quotidienne,
ou dans des conflits géopolitiques au niveau vraiment global, je crois que ça, c'est aussi un vecteur de puissance et de réalité qu'il faut rappeler à l'ensemble des citoyens européens. Parce que c'est pas non plus inné de travailler ensemble pour les 27. On sait qu'il y a eu des élargissements successifs, des pays qui sont rentrés avec leur histoire, certains sortaient de dictature, c'était compliqué. D'arriver quand même, il y a eu aussi le Covid, d'arriver à travailler ensemble, c'est quelque chose qui ne se fait pas de façon facile, je crois. C'est pas toujours évident, le dialogue. C'est un travail de chaque jour. Voilà. Mais c'est quand même assez étonnant ce qu'il a été fait, en tout cas, ces dernières années. Oui, je crois que vraiment, à nouveau, c'est important de ramener cette réalité. Alors, ce n'est pas pour tomber, comme je disais, dans l'autosatisfaction, mais c'est important de le rappeler. D'autres se chargent parfaitement de rappeler les travers. Donc, je pense que c'est aussi important que l'image soit claire sur les deux aspects. On a vu déjà avec le Brexit, l'unité, ça a commencé très clairement à ce moment-là. Avec le Covid, on a vu cette capacité à travailler ensemble dans des champs où on ne travaillait pas. J'ai déjà parlé du champ de la défense avec le conflit, mais en la matière, c'est la santé. La santé, la capacité de vacciner les Européens, d'avoir accès à un certain nombre de matières premières qui étaient importantes pour permettre que ces vaccins soient disponibles et opérants, de pouvoir aussi permettre de fournir des vaccins au niveau plus global, notamment en Afrique. Et puis, encore, effectivement, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ces avancées dans le domaine de la défense, mais aussi, on l'avait déjà vu avec le Covid, d'une manière beaucoup plus globale, le fait d'identifier nos dépendances et de les pallier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est un point clé qu'on a vu dans cette évolution. C'est qu'on a maintenant une Union européenne qui est clairement dans la voie d'avoir une autonomie. L'autonomie, c'est pouvoir choisir son destin soi-même. C'est pas se le faire imposer, soit parce qu'on est dépendant énergétiquement ou pour avoir accès à des substances actives pour avoir certains produits pharmaceutiques. On a, au gré, malheureusement, de ces crises et de ces difficultés, mis à plat ce type de difficultés. On est en train d'identifier nos dépendances, d'identifier en matière de matières premières critiques ou autres, d'identifier les partenaires qui sont fiables ou moins fiables pour s'en dégager, pour diversifier. Et tout ce mouvement, c'est finalement une Europe qui est capable de répondre aux défis, comme je le disais, d'apporter des réponses et d'être extrêmement concrète. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes en compagnie de Valérie Drézé-Humès, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Donc Valérie, vous nous parliez de la paix, de l'Union européenne garante un peu de cette paix sur les territoires. Maintenant, la Commission européenne, quel est son rôle vraiment au sein de l'Union ? On essaye, nous, en tant qu'Europe Direct, de le dire, mais je pense que vous pouvez bien vraiment nous l'expliquer. Quel est son travail ? Et comment travaille-t-elle aussi sur le terrain, grâce à peut-être ses réseaux ? Alors, je vais épargner à vos auditeurs peut-être un cours institutionnel, mais déjà, de par son rôle, la Commission, c'est elle qui fait les propositions de loi. Donc, ça veut dire concrètement, dans la vie de tous les jours, il y a un texte qui est identifié ou une révision d'un texte qui existe, qui doit être faite. La Commission va faire un certain nombre d'études, va consulter les États membres, les parties prenantes, que ce soit des ONG, des associations, les États membres, l'industrie, etc. Va consulter aussi tout un chacun. Vous avez un portail sur l'Union européenne qui vous permet de vous exprimer sur la consultation d'un texte. Donc ça, je crois que cette approche participative, interactive, finalement, pour construire la loi, est quelque chose qui est peut-être méconnu, qu'il faut rappeler. C'est des lois qui vont concerner chacun d'entre nous, et vous avez l'opportunité d'y participer. Ça, c'est la première fonction de la Commission. Ces lois, une fois cette proposition de loi, lorsqu'elles sont sur la table, elles vont être négociées entre, d'un côté, le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, et puis, de l'autre, le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel direct, depuis 1979, par tous les citoyens européens. Et ce qui est important, c'est de voir l'évolution des domaines politiques. Il y a 30 ans, le Parlement et le Conseil n'étaient pas sur un pied d'égalité.
maintenant, dans la plupart des domaines, sont sur un pied d'égalité. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, qu'ils vont devoir trouver des compromis sur les textes et donc pouvoir faire bouger un certain nombre de lignes en partant de la proposition de la Commission. Ils vont faire un certain nombre d'amendements. Par exemple, pour revoir les seuils d'énergie renouvelable et les objectifs à l'horizon 2030. La Commission a fait une proposition à un certain niveau et on finit, par exemple, actuellement, en 2030, 42,5% de l'énergie de l'énergie doit être d'origine renouvelable. Donc en fait, on a finalement des négociations qui se font autour des textes entre les ministres, qui eux représentent les intérêts des États, et les députés européens, qui eux représentent les intérêts des citoyens. Exactement. Chacun joue son rôle et c'est vraiment une illustration très concrète que la loi européenne, elle est faite par vous. Vous pouvez y participer, comme je le disais en amont, mais aussi par vos représentants. Et donc, c'est important de participer, et je ne peux pas m'empêcher de mentionner, puisqu'on est à 7 mois des élections européennes, le 9 juin 2024, vous aurez l'opportunité de voter pour vos représentants au Parlement européen. Et comme je le disais, par ce biais-là, c'est les amendements, suivant les majorités, les lignes vont bouger. C'est à vous de vous mobiliser, de prendre cette opportunité. À nouveau, je rappelais précédemment que le fait de pouvoir voter, d'être dans un système démocratique, de débattre, c'est pas donné. Il faut exercer ce droit, cette possibilité au maximum. Et c'est un moyen d'avoir vraiment la main sur la loi qui va vous concerner et surtout pour qu'elle réponde à vos préoccupations, que vous soyez chef d'entreprise, étudiant, dans une association, agriculteur ou autre. Effectivement, ce contexte est pour vous et vous avez la possibilité de vous faire entendre. Et ça, je crois que c'est très précieux et important de le rappeler. Et je passerai sur d'autres aspects du travail de la Commission. Peut-être un aspect que je voulais souligner, c'est aussi, alors on l'appelle d'un nom un petit peu grandiloquent, on dit la Commission est gardienne des traités. Ça veut dire, simplement, si je puis dire, c'est que, par exemple, une fois que la loi est votée, donc par le Parlement et le Conseil, comme on le disait, elle doit s'appliquer. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, qu'elle change la vie, qu'elle ait un impact. Faire des lois, c'est bien, mais si... Accumuler des textes législatifs, je veux dire, c'est pas du tout une fin en soi pour personne. Il faut qu'ils soient appliqués et mis en pratique. Appliqués et de manière homogène. Donc, c'est important de voir d'abord que la loi, telle qu'elle a été pensée, elle est appliquée de manière correcte dans l'ensemble des États membres pour qu'il n'y ait pas de distorsion. Ça, c'est une chose importante. Et notamment qu'il n'y ait pas, par exemple, de conditions supplémentaires qui sont ajoutées. On parle parfois de la difficulté ou de bureaucratie, employons le terme qu'on emploie régulièrement bruxelloise. Mais il faut rappeler donc précisément que cette loi, elle n'est pas faite... ni par la Commission seule du tout, comme on le disait précédemment, mais surtout que certaines doivent être adaptées, transposées, on dit un petit peu dans le jargon, au niveau des États membres, et que c'est important que les transpositions n'aillent pas plus loin. Qu'il n'y ait pas, par exemple, des exigences de rapport pour des PME qui viennent ajouter une bureaucratie inutile. Donc, la Commission va venir vérifier, effectivement, qu'il y a une conformité vis-à-vis de l'esprit de la loi, initialement, et qu'on ne va pas, qu'on ne va pas plus loin, et que finalement, on n'introduit pas des distorsions au niveau notamment du marché intérieur. Et une deuxième dimension qui est importante à rappeler, on parlait de paix. C'est effectivement la base du projet européen. Et ce qui est important aussi au niveau du socle, c'est les valeurs de l'Union européenne. Des valeurs d'humanité, d'égalité, solidarité, l'état etc. de droit. L'état de droit. Et c'est là-dessus que je voulais exactement revenir. Parce que ça veut dire que lorsque l'état de droit n'est pas respecté, la Commission va poursuivre les États membres et peut les amener devant la Cour. Ça a été fait vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Hongrie. La Commission le fait régulièrement, que ce soit pour la violation de lois dans le domaine de l'environnement ou, effectivement, pour des atteintes à l'état de droit, à la liberté des juges, à l'indépendance de l'autorité judiciaire, à la liberté de la presse. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important d'assurer, que la Commission est là pour ça aussi. L'Europe en 43 minutes, animée par l'Europe Direct Tours Centre-Val de Loire, portée par la Maison de l'Europe. Et cet après-midi, nous sommes avec Madame Valérie Drézé-Humès, chef de la représentation en France de la Commission européenne.
Donc Valérie, vous nous avez parlé donc de la Commission européenne, un petit peu de son travail de façon générale. Comment la Commission européenne réussit-elle à communiquer avec ses citoyens ? Je crois qu'elle s'appuie sur certains réseaux qui font partie un petit peu de sa nébuleuse, de sa sphère, si je puis l'appeler comme ça. Alors, la première chose, effectivement, donc, on parle commission, on associe Bruxelles, on voit cette distance à la fois géographique et plus souvent. Et sur base de ce constat, il y avait vraiment une volonté de casser ce mythe et cette distance. Donc, c'est pour ça qu'il y a des représentations de la Commission européenne dans l'ensemble des États membres. En France, nous avons donc une représentation qui est essentiellement en termes de volume de ressources basée à Paris, et nous avons aussi un bureau à Marseille. Et le rôle de ces représentations, c'est vraiment à la fois d'expliquer ce qui est fait à Bruxelles, à nouveau, comme on dit, les lois, les propositions, les applications de programmes, qu'est-ce qui existe, et en même temps de faire remonter les préoccupations spécifiques des personnes sur les territoires, que ce soit des préoccupations qui sont liées à une région, à un contexte géographique ou social. Donc vraiment, la représentation est un lien, est une courroie de transmission entre Bruxelles et les régions, donc en France particulièrement. Et je crois que c'est important de casser à la fois, comme je le disais, cette distance géographique, mais aussi peut-être psychologique. On en parle tellement un peu facilement, Oui. de la difficulté, du côté un peu compliqué. Voilà, c'est un adjectif qu'on entend très souvent, mais je crois que c'est important justement de casser ce mythe avec des réalités. Et pour ça, donc, la représentation est la première à orchestrer ça sur le terrain en France, mais elle n'est pas toute seule. Et l'important, c'est d'être au plus près des citoyens européens. Et pour ça, nous appuyons aussi sur un réseau de centres Europe Direct, que vous connaissez d'autant mieux que vous le représentez, que nous cofinançons. Il y a 49 centres en France, y compris maintenant à La Réunion et à la Martinique. Tout à fait, territoire extramarin. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir cette dimension. Et vous le savez, vous êtes le premier guichet, c'est-à-dire que quelqu'un, je dis souvent, concrètement, qui va partir peut-être faire ce marché, va pousser la porte. Un jeune qui veut faire une mobilité Erasmus, quelqu'un qui veut avoir accès à des financements européens, quelqu'un qui veut juste entendre parler d'Europe, qui ne sait pas, qui est curieux. J'espère qu'il y a cette curiosité et que vous êtes là pour la susciter et pour répondre. Et puis, autour de cela, il y a d'autres réseaux. Alors, je ne vais pas faire la liste, mais plus pour des entrepreneurs, plus pour la jeunesse, etc. Mais des réseaux que vous allez pouvoir flécher, vous, Europe Direct, pour trouver la meilleure réponse. Je disais précédemment, ce qui est important, c'est de voir que cette Union européenne apporte des réponses dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour soutenir un centre médical qui se monte, de permettre qu'une personne âgée ait à proximité un médecin. Et c'est important de voir que l'Union européenne est là pour accompagner, par des financements, par des politiques. Et le fait d'avoir un maillage territorial, ça casse vraiment ce mythe de la distance et ça montre la réalité européenne. Je crois qu'on ne parle pas assez de cette réalité européenne qui s'incarne dans des projets, dans des porteurs de projets, dans des personnes, dans vous et vos équipes qui parlaient de l'Europe. Et c'est aussi une façon de lui donner un visage humain. Parce qu'on n'est pas dans une technocratie, dans une bureaucratie, on est dans une réalité humaine, ce qui est profondément la base du projet européen. C'est de réunir des gens qui se sont fait la guerre ensemble vers un objectif commun. Et vous, tous les jours, en tant que Centre Europe Direct, vous participez à cela, vous participez à la pédagogie dont on a tellement besoin. À nouveau, en amont des élections européennes, 9 juin 2024, on le répète. N'oubliez pas, d'avoir cette pédagogie. Après, à nouveau, on a la chance d'être en démocratie, de pouvoir s'exprimer, chacun vote comme il le veut. Mais vous, tout ce maillage territorial, tous ces relais d'Europe sur le terrain vont permettre que chacun puisse le faire en toute connaissance de cause. Et ça, c'est primordial. Sinon, c'est laisser la main à ceux qui manipulent, qui désinforment et qui utilisent les polémiques dans des dossiers qui sont difficiles, mais dont on peut parler aussi.
Et d'ailleurs, j'ajouterais que pour les personnes qui ont besoin de mieux connaître le fonctionnement des institutions et notamment du Parlement européen, qu'ils peuvent aller visiter gratuitement l'Europa Experience, place de la Madeleine, qui a ouvert récemment. Donc, gratuit, c'est gratuit. Ils sont seulement, je crois, fermés le mardi. Exactement, comme les musées. Comme les musées. Et donc, il y a aussi la possibilité pour des classes de s'y rendre, de faire des simulations du Parlement européen, de simplement visiter le centre en tant que visiteur. Il y a des tableaux interactifs. Tout à fait. Là, vous pourrez visualiser très concrètement le triangle institutionnel dont on a parlé, Commission, Conseil et Parlement. Et ce projet commun entre la Commission et le Parlement, c'est vraiment à nouveau donner une vitrine très concrète pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore assez. C'est très interactif et on fait venir aussi, par certains soutiens financiers, des jeunes de l'ensemble des régions. Et je crois que c'est très important aussi qu'ils aient l'opportunité de se mettre pour 2 heures dans la peau d'un député européen, de comprendre beaucoup mieux cette notion de négociation et de compromis. C'est par cette éducation finalement citoyenne qu'on permettra que ces citoyens français et européens soient au rendez-vous aux élections. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. L'Europe en 43 minutes avec aujourd'hui Valérie Drézé-Humès, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Donc, on en a parlé, les élections européennes, 9 juin 2024, quelques mois maintenant qui nous séparent de cette grande échéance démocratique, très important. Les citoyens peuvent s'exprimer et élisent leurs représentants qui vont travailler avec les États, enfin les représentants des États qui sont les ministres, au même niveau, quasiment à égalité. Très important. Mais ces élections européennes, quels sont les enjeux ? Quels vont être les enjeux de ces élections plus concrètement ? Et les défis aussi qui vont être à relever dans les mois à venir ? Le premier enjeu, c'est parler d'Europe dans le cadre de ces élections. Et remettre cette réalité européenne dont je parlais précisément, que ce soit sur des sujets très sensibles, parlons migration, parlons effectivement défense, sécurité. Énergie. C'est exactement, transition numérique, transition écologique, des domaines où il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites au niveau européen, notamment lors de ce mandat depuis 2019. Ça sera important de pouvoir rappeler l'ensemble de ces avancées. Et que le débat, quels que soient les contextes nationaux, puisqu'effectivement les élections se déroulent dans l'ensemble des 27 États membres, cette réalité européenne soit bien présente. Donc ça va être un premier enjeu très important. Le deuxième, on a déjà beaucoup parlé de l'importance de la pédagogie, de remettre beaucoup de faits. Au niveau de la représentation de la Commission européenne en France, il y a maintenant de nombreuses années que nous travaillons à casser un certain nombre de mythes européens. Il y a une production assez florissante. La Commission va tuer le cidre breton, ce type de choses. C'est quelque chose qui passe assez facilement, je dirais, dans l'opinion publique. Et nous avons constamment le devoir et nous essayons de rétablir la réalité. Nous avons créé il y a quelques années les décodeurs de l'Europe. Tout simplement des petites fiches qui vont répondre très facilement, très pratiquement à ce type de message qu'on entend. Je crois que c'est important de travailler là-dessus parce qu'à nouveau, comme je le disais, si on veut avoir une démocratie vivace, il faut que nos citoyens européens soient informés, éduqués et qu'ils aient les moyens de comprendre justement ces enjeux. Donc c'est quelque chose que nous allons encore plus faire, je dirais, puisque c'est la raison d'être, notamment l'ADN de la représentation, d'expliquer, d'informer, de montrer les projets européens sur le terrain. Nous travaillons évidemment avec le bureau de liaison du Parlement européen en France et avec tous les partenaires, je dirais, de l'écosystème européen et national, pour qu'on ait à la fois des informations sur comment voter, où voter. Rappelez aussi qu'il n'y a qu'un tour, donc ceux qui pensent « je n'irai pas le premier dimanche, j'irai le deuxième », non, c'est le 9 juin,
toujours. Donc, il ne faut pas rater cette opportunité. Être bien inscrit aussi sur les listes. Bien inscrit, c'est beaucoup plus simple maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, il y a vraiment toutes les chances de rappeler ça. Et puis aussi, donc, on va fournir un certain nombre de matériaux pédagogiques. Nous travaillons aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque, en particulier pour ces élections, enfin, toutes les élections, bien entendu, mais il y aura un certain nombre de jeunes qui voteront pour la première fois. Donc, nous essayons aussi d'atteindre ces jeunes avec une communication si possible pas trop institutionnelle, pour leur expliquer vraiment quels sont justement les enjeux, que s'ils sont sensibles aux préoccupations en matière de changement climatique, le fait de s'exprimer, ça va permettre effectivement à leurs représentants, donc, il y aura 80 députés français élus au Parlement européen en 2024, leurs représentants pourront faire évoluer les textes en la matière, par exemple, ou s'ils sont plus sensibles à l'état de droit ou ce type de questions, c'est important pour eux. Donc nous allons leur expliquer aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, ça sera vraiment important dans cette lutte contre la désinformation de remettre toujours la réalité, le contexte en perspective. Nous allons travailler avec les médias. En allant sur le territoire dans un certain nombre de villes pour parler à la fois aux journalistes, mais aussi aux écoles de journalisme, puisqu'on doit travailler aussi, je parlais de la jeunesse qui va informer. C'est un relais important dans une démocratie d'avoir des journalistes qui ont une capacité d'action, une liberté éditoriale, et de leur expliquer l'Europe pour qu'eux-mêmes puissent relayer ces messages en amont des élections. Donc nous allons aussi travailler sur le terrain dans à peu près notamment 12 villes où nous aurons des réunions spécifiques à ce sujet avec le Parlement européen. Et toute une série d'actions aussi pour mettre, je dirais, l'Europe en lumière, les valeurs européennes en lumière. Il y aura en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Ce sera aussi une occasion, avec les valeurs de l'olympisme, la proximité, le sport, mais aussi les valeurs d'égalité, de se rassembler et de mettre aussi de l'Europe dans ce. L'Europe en 43 minutes avec aujourd'hui Valérie Drézé-Humès, la chef de la représentation en France de la Commission européenne. Valérie, est-ce que vous pourriez nous parler des défis, des grands défis qui se profilent pour l'Union européenne dans les semaines, mois à venir ? Alors, on parle beaucoup d'élargissement. Nous sommes 27 États membres. Il y a beaucoup de craintes. Et je crois qu'il faut les entendre. C'est très important. Notamment par rapport à d'autres élargissements. Donc, il y a tout un certain nombre de peurs qui sont en train de se construire. Et ça va être important, notamment dans le contexte des élections, justement du débat, de rappeler la réalité, de rappeler comment se passe ce processus d'élargissement et un certain nombre de craintes qu'on entend, notamment vis-à-vis de l'Ukraine et notamment de la politique agricole commune. Parlons honnêtement, ce sera important de rappeler d'abord toutes les questions de transition. Le fait d'accompagner aussi ces États membres. Je crois que ce qui est important maintenant, avec cette perspective qui est ouverte pour les prochains élargissements, de rappeler que ça se fait au fur et à mesure que ces pays vont remplir un certain nombre de conditions. On a parlé d'état de droit précédemment. Un certain nombre de réformes doivent être faites dans ces pays. Elles sont clairement énoncées. Les échéances sont claires, les réformes qui doivent être faites sont claires, il n'y aura pas de compromission là-dessus. Et en même temps, ce qui est vraiment nouveau, c'est la volonté de les accompagner le plus en amont possible. Parce qu'un des constats qui a été fait au niveau de certains élargissements, c'est le fait que finalement, au-delà de la mise en conformité de la législation, avec l'ensemble des législations européennes, il y a une intégration qui doit se faire au niveau économique, au niveau social, et que ce n'est pas au jour 1 de l'entrée dans l'Union européenne que ça doit être fait. Et maintenant, vraiment, avec cette nouvelle réflexion sur l'élargissement, la volonté de les accompagner le plus en amont possible, d'avoir des plans de soutien financier aussi pour donner des encouragements sur la route, parce que de leur côté aussi, il y a parfois une déception avec le temps qui passe, bien entendu. Et le fait de montrer, j'ai beaucoup parlé de réalité sur le terrain européen, l'idée de cette nouvelle approche sur l'élargissement, c'est de dire aussi,
parce qu'on va montrer l'impact, les bénéfices du marché intérieur concrètement au fur et à mesure qu'un certain nombre d'échéances et de réformes sont faites. Ça va permettre de nourrir, d'alimenter l'envie à la fois de réforme et que l'opinion publique dans ces pays reste attachée à l'Union européenne. Parce qu'il faut être clair, dans l'environnement géopolitique dans lequel on est, il y a peut-être d'autres options qui pourraient les tenter. Tout à fait. Et quand on redéfinit notre carte géopolitique de ceux qui ont des intérêts et des valeurs similaires ou pas, c'est important d'avoir cela en tête. Donc d'avoir cette préoccupation, et pour ceux qui sont dans l'Union européenne, de leur rappeler effectivement que c'est un processus, qu'il y a des conditions, qu'il y aura des transitions, et que eux-mêmes, les changements qui devront être faits au niveau des 27 actuellement, et notamment, par exemple, des institutions ou autres, vont être faits pour que cette capacité d'action européenne, cette capacité d'apporter des réponses dans la vie de tout un chacun soit préservée. Ça, c'est vraiment un défi de pédagogie, on en a déjà beaucoup parlé, de pédagogie, de clarté du débat sur ces questions, mais aussi être clair que finalement, le message de paix de l'Union européenne qu'elle étend dans cette vision géopolitique actuellement, elle l'accompagne aussi de financement, de réformes et de soutien. Et ça, je crois que c'est une nouveauté dans cette approche d'élargissement qu'il va falloir vraiment souligner. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait plutôt juste des négociations sur les réformes qui sont mises en place au niveau juridique et après sans accompagnement spécifique. Alors, il y a toujours des modalités d'accompagnement, mais on voit maintenant une volonté de le faire très en amont, très ancré dans la réalité de la quotidienneté. D'accord. Pour garder cette motivation aussi pour ces pays. Parce que ça peut prendre quand même des années. Ça prend longtemps. Alors, ce n'est pas effectivement au prix de compromission, mais en même temps, c'est un vrai baliser le chemin finalement, mettre des cailloux sur le chemin un peu plus concrètement pour que le chemin se fasse ensemble. Parce que c'est très important de ne pas opposer les nouveaux, les anciens. C'est pas une dimension. Je crois que donc ça c'est vraiment la volonté de ce nouveau message qui a été passé la semaine dernière, encore cette semaine, au niveau de la nouvelle perspective d'élargissement. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Je suis en compagnie aujourd'hui de Valérie Drézé-Humès, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Et justement, Valérie, vous étiez à Tours ces quelques derniers jours pour un contexte un peu particulier. C'était les 60 ans des centres de documentation européenne. Et vous avez assisté aussi au colloque Pax Europa. Quel était un peu le contexte de votre venue ? Alors, je vous parlais tout à l'heure des réseaux, et notamment des réseaux Europe Direct sur lesquels nous nous appuyons. Nous avons aussi le réseau des centres de documentation européenne, effectivement. Et nous nous réunissons ensemble chaque année, avec tous ceux qui participent sur le territoire français à parler d'Europe. Et c'est vraiment un événement à la croisée de plusieurs chemins. Donc, effectivement, dans les 60 ans des centres de documentation européenne qui sont donc ici à la faculté de droit, qui vont participer à informer les jeunes et aussi à faire que l'Europe ce soit un objet de recherche. Je crois qu'on a besoin d'en parler, on a besoin d'alimenter de manière, je dirais, à la fois concrète et éclairer le débat européen. Donc ils ont un rôle très important. Les centres Europe Direct dont on a déjà beaucoup parlé au jour le jour et encore plus dans le contexte des élections. Donc on se réunit en amont de ces élections pour finalement voir ensemble comment on va pouvoir les aborder, le soutien qu'on va pouvoir apporter aux réseaux, ce que les réseaux vont pouvoir aussi apporter à l'ensemble de ce débat. Et puis le lien effectivement avec la paix. Alors initialement, on l'avait pensé en amont des célébrations du 11 novembre. Le contexte géopolitique, à nouveau, malheureusement, nous a remontré l'importance de la paix à travers tous les conflits qui peuvent exister actuellement. Et c'est un moyen de remettre à la fois cette perspective historique de fondement de l'Union européenne et cette réalité
très forte dont on a parlé au début de cet entretien. Donc on est à la croisée des chemins et puis en même temps, moi j'ai coutume de dire que c'est très important d'être sur le terrain. Je parlais précédemment de réalité européenne, donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter un centre médical dans le quartier Rive du Cher, où au jour d'aujourd'hui, grâce à des financements européens et à d'autres centres qui sont développés dans leur région, l'accès à des maisons médicalisées est beaucoup plus facile. Et je crois que c'est important d'avoir cette réponse européenne. Il faut rappeler que dans la région Centre-Val-de-Loire, les fonds européens de développement régionaux, c'est plus de 300 millions entre 2021 et 2027. C'est des réalisations en matière de transport, par exemple le tramway, exactement, à Orléans aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le soutien, je parlais précédemment de transition numérique, un certain nombre de conseillers qui au jour le jour vont aider dans la région certains à avoir un accès au numérique. C'est pas toujours facile pour certains. Plus d'une centaine de conseillers ont bénéficié de financements européens. En matière aussi de rénovation de votre habitat, plus de 650 000 personnes de la région ont pu rénover leur habitat grâce à des fonds européens du plan de relance européen qu'on appelle Next Generation EU. Donc voilà, c'est un moyen aussi de voir concrètement sur le terrain comment l'Europe, les financements européens peuvent aider à transformer le paysage, à soutenir des entrepreneurs, des personnes individuelles. Et pour moi, c'est très important de mettre ça en relief. Ça montre l'Europe à un coin de rue, très concrètement, dans les lycées. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc c'est vraiment important de le mentionner. Et c'est aussi un moyen de mettre en lumière les porteurs de projets qui sont derrière. Ce sont des femmes et des hommes qui, tous les jours, vont pouvoir faire avancer l'économie solidaire, la rénovation thermique, des objectifs européens qu'on retrouve dans la loi, mais qui ont une incarnation très concrète dans leur travail grâce au soutien de l'Union européenne. Donc finalement, c'était à la fois une visite un peu réflexive, puisqu'il y avait ce travail de réseau, ce travail autour de la paix, mais aussi du très concret pour vous rendre compte de ce qui se passe un peu aussi sur le terrain, comment l'Union européenne est présente sur le terrain en région Centre-Val-de-Loire et notamment à Tours, ici. Donc c'est pour vous rendre compte, dialoguer aussi avec les citoyens. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment important de voir concrètement, je pense que c'est important pour tout fonctionnaire de la Commission européenne, de voir la réalité du travail, d'entendre. Comme je le disais, dans le rôle de la représentation, d'être une courroie de transmission, de parler des préoccupations, des inquiétudes. Je crois que c'est important de pouvoir les exprimer et de pouvoir être là pour soit apporter une réponse, convaincre ou pas, mais apporter des éléments, en tout cas, pour que le débat soit le plus éclairé possible. Et pour moi, c'est vraiment, quand j'ai pris mon mandat en 2021, c'était vraiment important pour moi d'être présente sur l'ensemble des régions françaises que j'ai le bonheur de visiter et de permettre de mettre aussi l'accent sur le rôle des centres Europe Direct, votre rôle tous les jours, pour que vous soyez aussi, vous suscitiez d'autres vocations pour parler d'Europe, pour convaincre et pour que chacun comprenne que l'Europe est là à ses côtés. Et donc, si jamais un citoyen a quelque chose à faire remonter à la représentation et donc à la commission, ils peuvent bien sûr s'adresser au centre Europe Direct le plus proche de chez eux, donc à Tours ou Orléans, pour la région centre, mais il y en a donc bien d'autres en France et bien sûr en Europe. Merci beaucoup Valérie, c'était un plaisir de vous recevoir et donc je vais vous souhaiter un bon retour sur Paris et à très bientôt. Merci à vous et surtout bonne continuation en Europe sur le centre Région Val-de-Loire. Merci beaucoup, à bientôt.